Donc aujourd'hui, nous recevons Monsieur Alain Aspect, qui est directeur de recherche au CNRS, professeur à l'École Polytechnique. Il est expérimentateur en optique quantique et en physique atomique. Il est membre correspondant de l'Académie des sciences. Donc ses études ont porté dès 1974 sur un travail expérimental sur les fondements de la mécanique quantique, connu sous le nom de test des inégalités de Bell. De 1985 à 1992, il a travaillé avec Claude Cohen-Tanouji au laboratoire Kastler-Brossel de l'École normale supérieure sur le refroidissement d'atomes par laser et plus particulièrement sur une méthode de refroidissement intitulée « Sous le recul du photon ». Actuellement, il travaille sur les lasers à atomes. Voilà, il a publié plus de 80 articles ainsi qu'un ouvrage paru chez Ellipse en 1998 et qui s'intitule « Introduction au laser et à l'optique quantique ». Voilà, c'est l'extrait de son cours à l'École Polytechnique. Je vous remercie et je lui laisse la parole. Bien, merci. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques tests expérimentaux de la mécanique quantique et au-delà de toute cette couverture dont on a déjà parlé, je pense que dans les jours qui viennent, je vais mettre sur le site de mon groupe à l'Institut d'optique qui est http pas de www, directement atomoptique avec un c, .u-psud.fr. Je pense que je vais mettre 2 articles sur le sujet que je raconte aujourd'hui, des articles qui ont été publiés il y a une dizaine d'années dans le courrier du CNRS et qui sont difficiles à trouver. Donc je pense que je vais les scanner et les mettre là-dessus dès demain. Alors je vais vous parler donc des fondements de la mécanique quantique et de tests expérimentaux de la mécanique quantique. Vous savez tous que la mécanique quantique est une théorie qui a été élaborée au début du XXe siècle, entre 1900, Planck, et 1925, où on peut dire que la mécanique quantique telle que nous la connaissons aujourd'hui était déjà bien élaborée. Et cette nouvelle théorie physique a eu immédiatement des succès considérables en ce qui concerne l'interprétation du monde que nous avons autour de nous. C'est la mécanique quantique qui a permis de comprendre la liaison chimique, c'est la mécanique quantique qui a permis de comprendre la structure des solides, le fait que les solides sont solides, le fait que lorsque je pose ce stylo sur cette table, ici, il ne passe pas à travers, mais il reste à la surface de cette table. Toutes ces propriétés du monde qui nous entoure ne peuvent s'interpréter correctement que dans le cadre de la mécanique quantique. La mécanique quantique est également le cadre naturel pour interpréter l'interaction entre la lumière et la matière. La matière émet de la lumière quand on la chauffe ou quand on l'excite, vous avez des lampes. La lumière peut être absorbée par la matière. Il existe également un processus qui s'appelle l'émission stimulée, qui est à la base du laser, et tous ces processus se décrivent parfaitement dans le cadre de la mécanique quantique. Alors, est-ce que c'est bien sérieux et bien raisonnable de vouloir prétendre tester une théorie qui est déjà manifestement si bien confirmée par le fait qu'elle explique tout le monde qui nous entoure? Eh bien, la réponse est oui, les physiciens ont eu envie, à la fin de ce XXe siècle, dans les années 1980, de faire encore des expériences pour être bien sûr que la mécanique quantique marche comme on le croit. Et pourquoi ont-ils eu cette envie en dépit de tous ces succès que je viens de brosser rapidement? Eh bien parce que la mécanique quantique, c'est une théorie qui a complètement bouleversé tous les cadres conceptuels dans lesquels s'exerçait la pensée en général et la pensée scientifique en particulier. À la fin du XIXe siècle, la physique est déjà bien établie. Il y a d'un côté les particules, les corpuscules, dont on va décrire le mouvement par la mécanique newtonienne. Mécanique extraordinairement fructueuse, c'est encore elle qui aujourd'hui nous permet de lancer des fusées aux confins des systèmes solaires avec une précision diabolique. La relativité a apporté quelques petites corrections à cette mécanique newtonienne, mais je dirais pas de bouleversement. On continue à passer à des corpuscules qui se déplacent sous l'effet de force. Et puis, d'un autre côté, vous avez les ondes, dont la lumière est le plus bel exemple. Vous avez aussi les ondes sonores, mais la lumière est le plus bel exemple des ondes. Et là, vous avez l'électromagnétisme, autre théorie bien établie à la fin du XIXe siècle, et qui vous permet de parfaitement comprendre
la propagation de la lumière, qui vous permet de parfaitement comprendre aujourd'hui la radio, la télé, le téléphone portable, enfin bref, tout ce qui marche avec des ondes électromagnétiques. Ces deux domaines sont bien identifiés. Il y a des objets qui sont des particules, et puis il y a des phénomènes qui relèvent des phénomènes ondulatoires. Eh bien, la mécanique quantique mélange tout ça. Un électron, au sens de la mécanique quantique, est à la fois une particule et une onde. Et la lumière, au sens de la mécanique quantique, est à la fois une onde et une particule. Et ça, c'est très difficile à comprendre, et je vais essayer de vous le montrer dans une première partie de cet exposé. Et puis, il y a un deuxième point qui a été soulevé par Einstein et ses collaborateurs Podolsky et Rosen en 1935. Einstein, Podolsky et Rosen ont découvert que la mécanique quantique prévoyait, dans certaines situations très rares, que deux particules pouvaient avoir des corrélations, j'essaierai d'expliquer ce mot plus tard, des corrélations absolument impossibles à comprendre dans le cadre conceptuel qu'on avait jusque-là. Et ça a été un long débat de savoir si ces corrélations prévues par la mécanique quantique, absolument bouleversantes, il me semble, pour un esprit habitué à des images traditionnelles, est-ce que ces corrélations, on peut ou non les observer dans la nature? Et ça, c'est ce qui a été l'objet des expériences qui ont été menées, je dirais, dans les 2 dernières décennies du XXe siècle. Donc je vais commencer d'abord par revenir sur quelque chose qui normalement est bien connu, mais pourtant je pense qu'on peut toujours y revenir, c'est toujours aussi étonnant, c'est la dualité onde-corpuscule. Et je vais vous décrire pour cela une expérience qui a été faite il y a une vingtaine d'années par un de mes étudiants, Philippe Grangier, alors qu'il faisait sa thèse d'État à l'Institut d'optique. Et dans cette expérience, nous avons envoyé de la lumière issue d'une source un peu particulière, c'était en cela que cette expérience était intéressante, je vais en dire un mot tout à l'heure, sur une lame séparatrice. Une lame séparatrice, c'est un morceau de verre qui transmet une partie de la lumière et qui réfléchit une partie de la lumière. Et dans un premier temps, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis 2 détecteurs derrière la lame séparatrice. Vous avez dans un faisceau transmis, un faisceau réfléchi, je mets un détecteur ici et je mets un détecteur là. Alors ces détecteurs sont un petit peu particuliers, ils sont extrêmement sensibles et il y a des électrons qui sont émis sous l'effet de la lumière et ces électrons, on peut les compter un par un. On dit qu'on fait une détection en comptage. On peut même dire en comptage de photons. Alors qu'est-ce qu'on observe? Eh bien on observe ici, vous avez des impulsions électriques et vous avez un compteur qui permet de compter les impulsions électriques. On en compte 1 million par seconde. Et puis, si la lame séparatrice a un coefficient de transmission de 50% et de réflexion de 50%, eh bien, vous avez le même flux lumineux d'un côté et de l'autre, dont vous comptez en moyenne 1 million par seconde ici et 1 million par seconde là. Jusque-là, absolument rien de bouleversant. Si vous vous représentez la lumière comme une onde, il n'y a pas de problème. Il y a ici un faisceau, une onde qui a une certaine intensité. Elle déclenche un certain taux de comptage. Vous avez ici une onde qui a la même intensité. Elle déclenche un autre taux de comptage. Là où les choses sont devenues un peu surprenantes, pas vraiment surprenantes, on s'y attendait, c'est qu'on a mis ici un compteur de coïncidence. Qu'est-ce qu'un compteur de coïncidence? C'est une espèce d'horloge extrêmement précise qui est capable de vous dire si 2 détections ont lieu exactement en même temps ou pas exactement en même temps. Alors vous allez me dire, que veut dire exactement? Eh bien ici, en l'occurrence, nous avions une résolution de 5 nanosecondes, 5 milliardièmes de seconde, et on pouvait dire que 2 détections avaient été faites avec un intervalle de temps plus petit que 5 nanosecondes. Dans ce cas-là, on enregistrait quelque chose ici. Si on avait une détection ici à un certain instant, une détection là un peu plus tard avec un intervalle de temps plus long que 5 nanosecondes, alors on ne détectait rien au niveau des coïncidences. Alors si on a une vision ondulatoire de la lumière, on a ici un certain flux, on a ici des impulsions qui sont émises régulièrement, et puis ici on a un autre flux, des impulsions qui sont émises régulièrement, et il n'y a pas de raison pour que de temps en temps, par chance, mais on sait calculer la probabilité de cette chance, il n'y a pas de raison pour que de temps en temps, on n'ait pas une coïncidence entre les 2 coups. Il peut très bien arriver qu'une détection ici et là soit simultanée. Et on sait calculer quel est le taux de détection en coïncidence que l'on attend
si les choses se passent de cette façon, avec un flux régulier, indépendant d'un côté et de l'autre. Et ce que nous avons observé, avec une source très particulière que nous avions développée pour l'occasion, ce que nous avons observé, c'est qu'il n'y avait jamais aucune coïncidence ici. Autrement dit, on ne pouvait pas se représenter la lumière arrivant ici comme une espèce de flux qui se coupe en deux, et puis des détections en permanence ici, en permanence là, de telle sorte que de temps en temps, on a détecté des deux côtés. On était obligé de se représenter la lumière qui arrivait ici comme formée de grains, de photons, qui vont soit tout droit, soit sont réfléchis. Mais ils ne sont pas coupés en deux. Donc, les uns vont ici, les autres vont là, et ils sont bien séparés dans le temps. Nous avions développé cette source spécialement à cet effet. C'était ce que nous avons appelé une source de photons unique. Les photons sont émis un par un, de façon bien séparée dans le temps, et donc les photons soit vont tout droit, soit sont réfléchis, ils ne sont jamais coupés en deux. Et vous voyez qu'on est obligé de renoncer à l'image d'onde. Une onde, encore une fois, c'est quelque chose qui peut se couper en deux sans difficulté. Là, les photons, les grains de lumière, ne peuvent pas se couper. Soit ils vont tout droit, soit ils sont réfléchis. Donc, cette expérience nous a montré que la source particulière que nous avons construite émet de la lumière dont les propriétés apparaissent manifestement corpusculaires. Dans un deuxième temps, nous avons enlevé les compteurs qui étaient là et nous avons remplacé, tout en gardant la même source et la même lampe semi-réfléchissante, nous avons modifié l'appareil de la façon suivante. Nous avons rajouté 2 miroirs, un premier miroir ici, un deuxième miroir là, et recombiné les 2 faisceaux lumineux sur une deuxième lame semi-réfléchissante qui est ici. Ceux d'entre vous qui ont déjà vu un schéma d'interféromètre reconnaissent ici un interféromètre de Mach-Zehnder. Ici, je combine, si je reprends une représentation ondulatoire, l'onde se coupe en deux, une partie de l'onde voyage de ce côté, l'autre partie voyage de l'autre côté, ces 2 ondes se recombinent sur la lame semi-réfléchissante, et si je regarde par exemple la sortie horizontale ici, eh bien j'ai une onde qui est passée par le haut, une onde qui est passée par le bas, les 2 ondes s'ajoutent, et donc si on croit à l'image onde, on va observer des interférences. On doit observer que le taux de comptage ici, ou le taux de comptage dans l'autre voie, dépend de la différence entre les 2 chemins ici. Lorsque la différence entre les 2 chemins va être égale à exactement une longueur d'onde, les 2 ondes vont arriver en phase et je vais observer un signal. Si au contraire la différence entre les 2 voies est égale à une demi-longueur d'onde, les 2 ondes vont arriver en opposition de phase, elles se neutralisent, on a une interférence destructive et on n'observe rien. Nous avons fait l'expérience et voilà le résultat. Alors on a fait l'expérience avec des rythmes plus ou moins élevés. Lorsque le taux de comptage est tellement faible qu'on n'observe que quelques coups, il est difficile de voir quelque chose. Mais si on attend suffisamment longtemps pour que, à chaque position des miroirs, on a un signal significatif, alors voilà ce qu'on observe. Dans l'une des voies, voilà le nombre de coups que je détecte en 10 secondes à chaque position du miroir. Et on voit que lorsque le miroir est ici, à cette position-là, eh bien on n'observe rien, c'est une interférence destructive, alors que quand le miroir s'est un tout petit peu déplacé, il s'est déplacé en l'occurrence d'une fraction de micromètre, alors là on a un signal qui est maximal, l'interférence est constructive. Je déplace le miroir un petit peu, l'interférence est destructive, elle est constructive. Ici, j'ai la deuxième sortie. Une sortie horizontale, la sortie verticale. Et la théorie montre que lorsque l'interférence est destructive d'un côté, elle doit être constructive de l'autre. Vous voyez bien que ça correspond à la 3e graduation. Ici, voilà, c'est constructif et ici, c'est destructif. Donc, cette expérience me montre que la lumière qui est émise par ma source, ici, se comporte bien comme une onde. C'est-à-dire, elle se comporte comme une onde qui se partagent en 2, qui se recombinent, et c'est pour ça que lorsque la différence des chemins, du chemin qui est en haut et du chemin qui est en bas, lorsque la différence des chemins est égale à une longueur d'onde entière, l'interférence est constructive, lorsque c'est égal à une demi-longueur d'onde, l'interférence est destructive. Donc cette expérience me prouve que la lumière est une onde. Oui, mais l'expérience précédente me disait qu'il y avait quelque chose qui allait soit en haut, soit en bas, mais jamais des 2 côtés à la fois. Eh bien, le problème de la dualité onde-corpuscule, il est là. Il est dans le fait que la même source et la même lame séparatrice, suivant que je mets
cet appareil-là derrière, ou l'autre appareil, l'interféromètre, eh bien, dans un premier cas, on est conduit à se le représenter comme émettant des grains qui ne peuvent pas se couper en deux, des corpuscules, alors que dans le deuxième cas, on est conduit à se le représenter comme émettant une onde continue qui se coupe en deux et qui vient se recombiner et interférer. Le problème conceptuel que cela porte, c'est qu'on n'arrive pas à réconcilier les deux concepts. Une chose doit être une onde et se couper en deux, ou un corpuscule, aller soit d'un côté et de l'autre. Comment est-ce que ça peut être les deux à la fois? Eh bien, c'est l'un des problèmes de base de la mécanique quantique. Tout ce que je peux vous dire sur le sujet, c'est que je ne connais pas d'image raisonnable qui puisse rendre compte de cette chose-là. En revanche, le formalisme mathématique de la mécanique quantique, lui, est parfaitement capable de rendre compte des deux choses à la fois. Mais tout le problème, c'est que ce formalisme mathématique, on ne sait pas en faire d'image. Alors, si vous pensez que ces discussions sont un petit peu vaines, il faut quand même que vous réalisiez que ça a littéralement traumatisé les physiciens pendant la première moitié du siècle. Par exemple, quelques citations amusantes. Une lettre de 1913 pour soutenir la candidature d'Einstein, je crois, à l'Académie des sciences de Prusse ou quelque chose comme ça. Oui, j'ai bien peur qu'on ne puisse pas avoir mieux, mais bon. Donc voilà, messieurs Planck, Warburg, Nernst et Rubens, très grands savants, en 1913, veulent soutenir la candidature d'Einstein à l'Académie des sciences de Prusse. Je vous rappelle qu'Einstein a déjà fait des coups d'éclat. Et parmi les divers coups d'éclat, en 1905, il a émis l'idée que la lumière était formée de grains, de photons. C'est d'ailleurs ce qui lui vaudra le prix Nobel en 1921. Einstein n'a pas eu le prix Nobel pour la relativité, il l'a eu pour l'idée du photon. Et voilà ce qu'on nous dit. Ces messieurs nous disent: il n'y a pratiquement aucun des grands problèmes en physique moderne auxquels Einstein n'a pas apporté une contribution importante. Évidemment, quelque temps, il a raté le but. Par exemple, dans son hypothèse du quantum de lumière, c'est-à-dire du photon. Mais ça, on ne va pas vraiment le retenir contre lui. Parce qu'il n'est pas possible d'introduire des idées fondamentales nouvelles, des idées fondamentalement nouvelles, même dans les sciences les plus exactes, sans de temps en temps prendre un risque. Donc voilà, ces grands savants en 1913 disent, là vraiment avec le photon, Einstein s'est complètement trompé. Or il va avoir le prix Nobel pour ça, 8 ans plus tard. Donc voilà, ça vous donne une idée du traumatisme de ces gens face à l'idée de la dualité onde-corpuscule. Millikan qui en 1915 valide l'hypothèse du photon et une trentaine d'années plus tard, Millikan raconte cette histoire. Et il revient là-dessus. Et il dit, j'ai passé 10 ans de ma vie à tester cette équation d'Einstein de 1905. Et contrairement à toutes mes attentes, j'ai été obligé, en 1915, de reconnaître qu'elle était vérifiée de façon non ambiguë, en dépit de son caractère totalement non raisonnable, car elle semblait violer tout ce que nous savions sur les interférences de la lumière, c'est-à-dire précisément sur le caractère ondulatoire. Et enfin, je ne vais pas vous abreuver de citations, Alfred Kastler, qui, vous le savez, a eu le prix Nobel dans les années 60, en 1930, jeune professeur à Bordeaux, participait à la séance de la Société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux, et il écrit « La théorie corpusculaire et les phénomènes de polarisation de la lumière », sur la théorie corpusculaire et phénomènes de polarisation de la lumière, il écrit un certain nombre de choses, et il conclut « Les efforts de conciliation de Louis de Broglie ont abouti à l'admirable synthèse de la mécanique ondulatoire ou mécanique quantique ». Synthèse qui dit que la lumière est à la fois onde et corpuscule. On est maintenant en 1930, on pense qu'on a compris. Et Kastler continue. Mais cette synthèse continue à inquiéter le physicien. Pour lui, la dualité entre les aspects ondulatoires et corpusculaires de la lumière reste un mystère non résolu. Est-ce que c'est résolu ou pas aujourd'hui? Personnellement, je crois qu'on s'y est bien habitué. Je pense quand même, je suis toujours incapable de vous donner une image raisonnable où je puisse vous montrer quelque chose qui est à la fois une onde et un corpuscule. La seule chose que je puisse faire, c'est vous montrer le formalisme mathématique. Mais s'il n'y avait que ça, si j'ose dire, ce ne serait pas grave. Il y a encore pire. Ce qui est encore pire, ce sont les corrélations quantiques Einstein, Podolsky, Rosen. De quoi s'agit-il? En 1935, Einstein, Podolsky et Rosen inventent ce qu'on appelait à l'époque une expérience de pensée, qui va plus tard devenir une expérience réelle,
Et cette expérience de pensée, ils l'ont expliquée avec des particules matérielles, mais c'est un peu plus compliqué à comprendre, donc je vais vous la présenter tout de suite sous sa version moderne avec des photons. Alors la première chose que je dois vous expliquer, c'est ce qu'est une mesure de polarisation. Nous avons ici une source de lumière, elle émet vers la droite un flux lumineux, et nous admettons désormais qu'il s'agit de photons, de grains de lumière. Et ce photon peut être polarisé. Être polarisé, ça veut dire qu'il vibre soit dans le plan vertical, soit dans le plan horizontal, soit dans un plan à 45 degrés, et puis des tas de choses plus compliquées, polarisation circulaire, elliptique, etc. Alors comment mesure-t-on la polarisation d'un photon? Eh bien on le mesure, par exemple, avec un magnifique, j'ai ici un magnifique cristal de Spat d'Islande qui m'a été donné par des amis brésiliens. Ça vaut cher, un morceau de cristal comme ça. Et alors on observe la chose suivante. Vous voyez ici, si je le pose sur l'écran, vous voyez que les images sont dédoublées. Et elles sont dédoublées parce que la lumière naturelle qui éclaire en dessous comporte toutes les polarisations possibles. Or, le cristal qui est là est capable de discriminer entre une polarisation dans ce sens et une polarisation dans ce sens. Vous voyez que si je le tourne, le dédoublement tourne. Alors c'est avec un dispositif de ce type, ou des dispositifs équivalents, que l'on peut mesurer la polarisation de la lumière. On met ici un dispositif de ce type, et si la lumière est polarisée verticalement, elle va sortir dans le rayon du haut. Mais si elle est polarisée horizontalement, perpendiculairement au tableau ici, elle va sortir dans le rayon du bas. Et j'ai donc ainsi un appareil qui me permet de dire si la lumière est polarisée verticalement ou horizontalement. Que se passe-t-il si j'envoie sur mon analyseur de polarisation, que se passe-t-il si j'envoie de la lumière polarisée à 45 degrés? 45 degrés, c'est ni vertical ni horizontal. Eh bien, si l'appareil est placé verticalement, on va avoir 50% de chance de sortir dans le canal 1 et 50% de chance de sortir dans le canal -1. En revanche, si je le fais tourner, que je le mets à 45 degrés, je vais avoir 100% de chance de sortir dans le canal +1 et 0 de sortir dans l'autre. Et c'est ainsi qu'on fait des mesures de polarisation. Alors l'expérience d'Einstein, Podolsky et Rosen, elle est un peu plus compliquée. Il y a deux photons qui sont émis, et comme j'ai besoin de garder cette figure et que je veux passer d'autres transparents, je vais la dessiner au tableau. Donc la source qui est là au milieu, je redessine la figure qui est là-haut, donc je pense qu'on va éclairer... Oui, ça va. La source qui est donc ici émet d'un côté des photons que j'appelle nu1, et je dessine volontairement bleu. De l'autre côté, des photons que je vais appeler nu2, je les dessine volontairement vert. Ils ont des couleurs différentes, on sait parfaitement les discriminer en mettant des filtres. Ici, je fais une mesure de polarisation avec un premier analyseur de polarisation qui est capable de séparer une polarisation verticale d'une polarisation horizontale, ou bien, si je le tourne à un angle qui est caractérisé par une direction caractérisée par un petit vecteur, ici, eh bien, c'est capable de me dire si la lumière est polarisée dans cette direction ou dans la direction perpendiculaire. Si c'est polarisé parallèlement à A, je trouve +1. Si c'est polarisé perpendiculairement à A, je trouve -1. De l'autre côté, je mets un autre analyseur de polarisation dans une direction caractérisée par un vecteur petit b, et si c'est polarisé parallèlement à petit b, je trouverai +1. Si c'est perpendiculairement à petit b, je trouverai -1. Voilà le schéma de base. Alors il ne suffit pas, pour faire une expérience de type Einstein, Podolsky et Rosen, il ne suffit pas de mettre n'importe quelle source ici. Il faut avoir réussi, et c'est tout l'objet du problème, à construire ce qu'on appelle un état intriqué, ou un état Einstein, Podolsky et Rosen. Que ceux qui n'aiment pas les mathématiques ne s'effrayent pas dans ce qui vient. Il y a des équations, mais si vous fermez vos oreilles au moment des équations, vous pouvez continuer à écouter ce que je dis. Et puis ceux d'entre vous à qui ces équations parlent, je pense que ça ne leur gâchera pas la soirée. Vous allez voir, c'est simple les mathématiques qu'on utilise ici. C'est parfois difficile, mais ici ce sont des mathématiques simples. Lorsque j'ai deux photons qui sont émis ici, mes deux photons pourraient être polarisés tous les deux verticalement suivant la direction X. Dans ce cas-là, on dirait qu'on a fabriqué une paire XX. Mais on pourrait aussi bien avoir émis deux photons qui tous les deux sont polarisés suivant Y.
comme ça. Et dans ce cas-là, on dirait qu'on a une paire polarisée YY. La chose stupéfiante qui a été reconnue par Einstein, Podolsky et Rosen, qui est autorisée par le formalisme de la mécanique quantique, c'est qu'on peut fabriquer un état intriqué de ce type, qui est la superposition d'un état où les deux sont polarisés suivant X et les deux sont polarisés suivant Y, et ça, je ne peux plus faire aucun geste pour vous dire le premier photon est comme ça et le deuxième est photon. Et comme ça, les deux photons sont liés de façon totalement indissoluble et seule la polarisation, si j'ose dire, de l'ensemble a un sens. Cet état-là, je ne peux en aucun cas le factoriser en disant le premier photon est polarisé comme ça et le deuxième est polarisé comme ça. C'est ce qui caractérise un état intriqué, c'est qu'on ne peut plus parler des propriétés individuelles de chacun d'entre eux, bien qu'ils soient en train de s'éloigner et qu'ils peuvent s'éloigner de 10 mètres, 100 mètres, 1 kilomètre. Une année-lumière, si vous voulez. Ce qu'Einstein, Podolsky et Rosen ont reconnu, c'est que dans cet état remarquable, eh bien, si on se met à faire des mesures de polarisation ici, on va avoir des résultats qui sont très fortement corrélés, et je vais passer 2 ou 3 minutes à essayer de vous expliquer ce que ça veut dire. N'ayez pas peur des équations, je vais vous expliquer ça avec des mots. À partir du moment où j'ai fabriqué un état du type Einstein, Podolsky et Rosen, la mécanique quantique me donne les moyens mathématiques de calculer les probabilités d'observer le premier photon dans le canal plus 1 ou dans le canal moins 1 et le deuxième photon dans le canal plus 1 ou moins 1. C'est ainsi que je peux calculer la probabilité de trouver le premier photon dans le canal plus 1 pour une certaine orientation. Et le résultat du calcul, qui est à la portée d'un étudiant, je dirais, de 3e année d'université, un étudiant de maîtrise de physique, est écrit ici. La probabilité de trouver le photon nu1 dans le canal plus 1 pour une orientation petit a, c'est-à-dire de lui trouver une polarisation suivant A, est égale à 50%. Et 50% de le trouver polarisé perpendiculairement à A, et ceci indépendamment de la valeur de A. Donc ça veut dire qu'il n'a l'air pas polarisé du tout. Quelle que soit l'orientation de mon polariseur, je trouve 50% de chances qu'il soit polarisé suivant cette orientation et 50% qu'il soit polarisé perpendiculairement. Et puis je peux le tourner, je trouve toujours le même résultat. Ça n'a pas l'air polarisé du tout. Ça a l'air totalement aléatoire. Je prévois exactement la même chose pour l'autre côté, c'est ce qui est indiqué par l'équation qui est écrite ici. La probabilité de trouver plus 1 dans l'orientation petit b est égale à la probabilité de trouver moins 1 dans l'orientation petit b, et ça vaut 1,5, ça vaut 50%. Là où les choses deviennent intéressantes, mais un peu plus difficiles à calculer, c'est lorsque je calcule la probabilité conjointe P++ de AB. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me pose la question, quelle est la probabilité de trouver plus 1 ici et plus 1 là, pour 2 orientations AB. Le calcul est ce qu'il est, il n'est pas si compliqué que ça, et le résultat, c'est 1,5 de cosinus carré de l'angle entre les deux polariseurs. Peu importe la formule, le point important est le suivant. Si les deux polariseurs sont parallèles l'un à l'autre, si l'angle entre A et B vaut 0, les deux polariseurs ont été réglés suivant la même direction. Alors, cette probabilité est égale à 1,5, parce que cosinus de 0, ça vaut 1. Alors, récapitulons. La probabilité de trouver nu1 dans le canal plus 1 vaut 1,5. Mais la probabilité de trouver nu1 dans le canal plus 1 et nu2 dans le canal plus 1 vaut 1,5 également. Ça veut donc dire que la probabilité conditionnelle de trouver nu2 dans le canal plus 1 lorsque j'ai trouvé nu1 dans le canal plus 1, cette probabilité conditionnelle est égale à 100%. Il y a donc corrélation totale entre le résultat que j'ai trouvé ici et le résultat que j'ai trouvé là. Je peux d'ailleurs calculer de la même façon P moins de AB et je trouve le même 1,5 de cosinus carré. Je trouve donc de la même façon que si nu1 est allé dans le canal du bas, alors nu2 est allé avec certitude dans le canal du bas. Et si vous n'êtes pas encore complètement convaincu, eh bien vous regardez P plus moins. P plus moins est proportionnel au sinus carré de l'angle, et quand l'angle vaut 0, on sait que le sinus de 0, ça vaut 0, donc P plus moins vaut 0. C'est-à-dire que la probabilité de trouver plus 1 ici
et moins 1 de l'autre côté est nul. Donc il y a forte corrélation entre les résultats de mesure des deux côtés. Je répète ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque le photon nu1 arrive ici, apparemment c'est complètement aléatoire. Il y a 50% de chance de le trouver en haut, 50% de chance de le trouver en bas. Pour l'autre, ça a l'air totalement aléatoire. Il y a 50% de chance de le trouver en haut et 50% de chance de le trouver en bas. Mais en fait, ce n'est pas aléatoire du tout. Parce que si je trouve l'un en haut, je trouve l'autre en haut. Et si je trouve l'un en bas, je trouve l'autre en bas. Donc les hasards des deux côtés sont totalement corrélés. C'est aléatoire ici, aléatoire là, mais ces deux aléatoires sont strictement corrélés. Voilà ce que prédisent Einstein, Podolsky et Rosen. Alors maintenant, si les deux polariseurs ne sont pas strictement parallèles, eh bien, la corrélation apparaît sous forme d'une fonction qu'on appelle le coefficient de corrélation et dont on peut calculer la valeur. Je ne rentre pas dans ces détails techniques. Le point important est que le coefficient de corrélation vaut 1 quand les polariseurs sont parallèles entre eux, vaut moins 1 quand les polariseurs sont croisés. C'est ce qui est indiqué ici. La valeur moins 1 veut dire que si je croise les polariseurs, lorsque je trouve le photon ici, je trouve avec certitude l'autre dans le canal de signe opposé. Ce n'est pas très difficile. Bien. Ayant donc établi ce point, il y a des fortes corrélations entre les photons. Einstein et ses collègues se sont posé la question, comment arriver à se représenter ces corrélations entre les résultats de mesure ici et là. Je suis sûr que je rends le caméraman malheureux parce qu'il m'a dit de ne pas dépasser la ligne verte, mais il faut que j'approche du tableau quand même. Non, ça va, ça roule? Bon. Comment comprendre les corrélations entre le résultat de mesure de polarisation sur ce premier photon et le résultat de mesure sur le deuxième? Alors, quand vous avez un calcul qui vous a donné un résultat, la première chose que vous avez envie de faire, c'est de regarder si le calcul ne vous suggère pas une image. Ben, je peux vous dire que le calcul global, il vous suggère 0 image, parce que c'est un calcul qui se fait dans un espace mathématique abstrait, qui porte globalement sur les deux particules. Je connais personne qui ait réussi à construire une véritable image simple avec ça. Mais on peut torturer un petit peu le formalisme quantique. Par le torturer, je veux dire faire un calcul parfaitement légitime, mais un peu trop compliqué. Vous savez, quand vous passez un examen, il y a toujours la solution simple, celle qui permet de répondre à la question en 1 minute, qui permet donc d'avoir la meilleure note le plus vite possible, mais il y a des façons plus compliquées qui arrivent au bon résultat. Et il y a une façon un peu plus compliquée qui arrive au bon résultat, qui est la suivante. Encore une fois, vous inquiétez pas pour les équations, il y en a qui les comprendront, et pour les autres, je raconte au tableau ce que ça veut dire. Et la deuxième image, c'est la suivante. Vous imaginez que ce polariseur est un peu plus près de la source que le deuxième, de telle sorte qu'on va d'abord faire cette mesure, et puis la deuxième. Et dans ce cas-là, les bons livres de mécanique quantique me disent comment je fais pour faire le calcul. Je dis voilà, le premier photon arrive ici, et j'ai 50% de chance de trouver plus 1, 50% de chance de trouver moins 1. Si je trouve plus 1, j'ouvre le livre, et il y a quelque chose qui s'appelle postulat de réduction du paquet d'ondes, qui me dit, une fois que j'ai trouvé plus 1, alors le deuxième photon, instantanément, devient polarisé parallèlement au résultat que je viens de trouver. Et si je trouve moins 1, c'est-à-dire perpendiculaire à petit a, eh bien c'est la même chose, le postulat de réduction du paquet d'ondes me dit le deuxième photon, instantanément, est polarisé perpendiculairement à petit a. Et si j'applique ça, eh bien je retrouve le résultat que j'avais trouvé par le calcul plus rapide qui me permettait d'avoir la bonne note à l'examen, mais qui finalement me donne le même résultat. Alors évidemment, le problème, c'est que cette image est très dure à avaler. Surtout pour quelqu'un comme Einstein, qui croyait que rien ne pouvait aller plus vite que la lumière. Car cette image vous dit, si je trouve plus 1 ici, alors instantanément, l'autre là-bas, c'est qui doit être parallèle à A. Mais si je trouve moins 1, alors instantanément, l'autre là-bas, c'est qui doit être perpendiculaire à A. Et ça, que les polariseurs soient à 1 micron, 1 mètre, 1 kilomètre ou une année-lumière. Alors évidemment, pour Einstein, qui pensait que rien ne pouvait aller plus vite que la lumière, c'était quand même extrêmement choquant, et c'est pour ça qu'il a beaucoup argumenté sur le sujet. Et à ce moment-là, il est arrivé en disant, mais écoutez, on n'est quand même pas obligé de croire à des calculs aussi invraisemblables. Enfin, on peut croire aux résultats du calcul, mais on n'est pas obligé de croire aux images qui sont suggérées par ce calcul. Après tout, moi, je peux vous montrer une image qui me permet de comprendre ces corrélations. Et l'image est la suivante. C'est une image, par cause commune, fluctuante, dans le passé. Alors je vous explique. Imaginez que les deux photons sont émis avec deux polarisations parallèles suivant x.
et que les deux polariseurs ici sont orientés suivant la même direction. On ne va pas être étonné de voir les deux photons sortir en nombre. Et puis si j'émets une deuxième paire de photons avec des polarisations perpendiculaires à l'axe X, suivant l'axe Y, et que les deux polariseurs sont toujours orientés comme ça, on ne va pas être étonné de voir les deux photons sortir vers le bas. Donc Einstein dit, écoutez, plutôt que de me raconter des histoires qu'au dernier moment, le photon, réduction du paquet d'ondes, etc., il n'y a qu'à imaginer que dès le début, les deux photons ont une propriété commune qui prédétermine le fait qu'ils vont sortir tous les deux en haut, ou qui prédétermine le fait qu'ils vont sortir tous les deux en bas. Et puis pour des situations plus compliquées, eh ben c'est un peu plus compliqué, mais ils ont un petit catalogue, un petit manuel d'instruction qui leur dit, vous là, cette paire-là, vous allez vous comporter comme ça. Alors pourquoi est-ce que Niels Bohr, qui était le grand contradicteur d'Einstein dans cette affaire-là, pourquoi est-ce que Niels Bohr n'était pas content? Niels Bohr n'était pas content parce que Niels Bohr pensait, avec de fortes raisons, Niels Bohr était un très très grand savant, Niels Bohr pensait que la mécanique quantique donnait la connaissance ultime des choses, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imaginer avoir une connaissance plus complète, qu'il y avait des limites avec les relations d'Heisenberg et qu'il était impossible d'avoir une connaissance qui aille au-delà de ce qui était dans le formalisme quantique. Or, si vous acceptez l'image d'Einstein, vous complétez le formalisme quantique. Pourquoi? Dans le formalisme quantique, il y a une formule que j'avais écrite auparavant, qui était la description de cet état quantique. Ça s'écrivait quelque chose comme ça, hein, on disait psi égale 1 sur racine de 2, xx, plus y, y. Peu importe l'expression, le fait est que toutes les paires de photons sont décrites par le même état quantique. Or, si maintenant on se met à croire à l'interprétation d'Einstein, vous en avez certaines qui sont XX, d'autres qui sont YY, puis d'autres qui sont comme ça, et d'autres qui sont comme ça, et d'autres qui sont autrement. Donc vous introduisez une caractéristique supplémentaire qui vient différencier les diverses paires entre elles. Vous avez donc complété le formalisme de la mécanique quantique. Vous avez dit que caractériser la paire de photons par cet état, ce n'est pas suffisant. Il faut apporter une information en plus. Et ça, Niels Bohr croyait que c'était fondamentalement impossible. Einstein, lui, croyait que c'était possible. Et c'est le fameux débat de savoir si on a le droit ou pas d'introduire des paramètres supplémentaires, ce que certains ont appelé variables cachées. Et je dirais que Louis de Broglie, par exemple, était très partisan de ce genre de choses. Alors on en était là, je dirais, après la Deuxième Guerre mondiale, au début des années 50. Chacun campait sur ses positions. Et on pouvait imaginer que finalement, c'était un peu une affaire de goût. Parce qu'Einstein ne remettait pas en cause le résultat du calcul. Einstein croyait que la mécanique quantique donnait le bon résultat. Mais ce que Einstein ne croyait pas, c'est que ceci constituait la description ultime de ces paires de photons. Il pensait qu'il y avait une réalité physique sous-jacente, un peu plus fine que ça, et qu'il fallait trouver le bon formalisme pour la décrire. Mais enfin, tout ça apparaissait un peu comme des débats, je dirais, épistémologiques, mais sans grandes conséquences pour la physique. Et puis en 1965, est arrivé sur la scène un très grand physicien, malheureusement disparu aujourd'hui, qui s'appelle John Bell, un physicien irlandais qui travaillait au CERN à Genève, et qui a pris au sérieux les idées d'Einstein. Et il a pris au sérieux les idées d'Einstein en disant, eh bien, d'accord, quelques équations, mais encore une fois, écoutez les sous-titres, oraux, si j'ose dire, écoutez le commentaire oral. Il a dit, voilà, lorsqu'une paire de photons est émise, j'admets qu'il possède des caractéristiques supplémentaires que j'appelle collectivement lambda, et je ne précise pas quel est l'objet mathématique qui est caractérisé par ce paramètre lambda. Lorsqu'une paire de photons est émise avec ce paramètre lambda, eh bien, il existe une fonction grand A qui me dit avec certitude si je vais trouver plus 1 ou moins 1 lorsque j'aurai mis ce polariseur dans l'orientation A. C'est la fonction grand A qui est écrite là-haut. Et puis, il va exister une fonction grand B qui va me dire avec certitude si le photon nu2 caractérisé par lambda va sortir dans plus 1 ou dans moins 1. Par ailleurs, il est clair que pour décrire cette expérience, il faut que j'introduise quelque part un caractère aléatoire, puisque je sais bien que de temps en temps je trouve plus 1, de temps en temps je trouve moins 1, donc il y a un caractère aléatoire à mettre. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on imagine qu'il y a un processus aléatoire au départ dans la source qui détermine le fait que la paire va partir avec un paramètre lambda ou un paramètre lambda prime ou un paramètre lambda seconde. Il y a donc une espèce de processus aléatoire qui fait que les paires
partent avec tel ou tel paramètre supplémentaire, et donc je peux parfaitement caractériser ce processus dans la source par une densité de probabilité. Ceux qui ont fait un peu de probabilité savent que ce n'est pas particulièrement difficile, c'est une fonction positive, normée, ce n'est pas particulièrement difficile. Et le point clé est le suivant, dès l'instant où j'ai donné explicitement une valeur pour la fonction grand A, une valeur pour la fonction grand B et une valeur pour la densité de probabilité ρ, eh bien, je peux calculer toutes les probabilités qui m'intéressent, et en particulier, je peux calculer avec cette théorie à paramètres supplémentaires, je peux calculer le coefficient de corrélation, le fameux coefficient de corrélation de polarisation que j'avais su calculer avec la mécanique quantique. Et l'espoir d'Einstein, c'était qu'il existait des théories à paramètres supplémentaires qui permettraient de reproduire tous les résultats de la mécanique quantique. Car alors on aurait réconcilié les prédictions de la mécanique quantique auxquelles Einstein croyait, et tous les physiciens croyaient, avec une image du monde beaucoup plus raisonnable, parce que si, dès le départ, les photons savent qu'ils vont sortir en haut ou en bas, eh ben, on n'a pas de problème particulier avec des signaux qui vont plus vite que la lumière ou je ne sais quoi. Donc l'espoir était là. Alors, pour vous donner une petite idée, on peut par exemple, ici c'est un tout petit modèle que j'appelle naïf, qui n'est pas si naïf que ça, mais peu importe, on peut par exemple se dire, voilà, les deux photons partent, ils sont tous les deux polarisés comme ça. Et puis on invente une fonction, qui est une fonction un peu astucieuse ici, et puis il y en a d'autres qui partent comme ça, et d'autres qui partent comme ça, et on admet qu'il y en a la même proportion qui partent suivant toutes les directions. Et si je fais un calcul avec ce petit modèle-là, qu'est-ce que je trouve? Ben, je trouve un résultat très intéressant. C'est la courbe verte qui est là-dessous. C'est un exemple pédagogique que je trouve intéressant, parce que cette courbe verte qui est là, qui est le résultat de ce petit modèle très simple, est finalement pas très loin de la prévision de la mécanique quantique. La prévision de la mécanique quantique, c'était un cosinus, je l'avais écrit quelque part, c'est la courbe pointillée qui est ici. Et vous voyez que la corrélation prévue par mon modèle simple est de 100% quand les polariseurs sont parallèles, et de moins 1 quand les polariseurs sont croisés. Quand c'est à 45 degrés, ça vaut 0, je ne commente pas ça, mais vous voyez que c'est la même chose que la prédiction de la mécanique quantique. Donc ici, là, ça coïncide exactement avec la prédiction de la mécanique quantique, puis le reste du temps, ça n'est pas très loin. Donc on se dit, en travaillant un peu, en faisant un modèle un peu plus raffiné, on va sûrement arriver à pousser la courbe verte vers la courbe rouge, et Einstein sera content, on lui aura fait un modèle à variable cachée qui reproduit toutes les prédictions de la mécanique quantique, et tout va marcher bien. Et donc la question se posait quand on a commencé à réfléchir à ces choses-là. Ne peut-on espérer un modèle à paramètres supplémentaires suffisamment élaboré pour reproduire toutes les prédictions de la mécanique quantique? Et c'est là que John Bell rentre en scène et il nous sort le théorème de Bell, qui n'est pas compliqué du tout, puisque le théorème de Bell tient au fait que non, il n'est pas possible d'inventer un modèle à paramètres supplémentaires qui reproduit toutes les propriétés de la mécanique quantique. Alors, qu'est-ce qui lui permet d'affirmer ça? Eh bien, il y a une petite démonstration mathématique qui ne dépasse pas le niveau de seconde ou première, mais que je ne vous ferai pas quand même parce que ça prendrait un peu de temps, et qui démontre qu'il existe une certaine quantité grand S qui doit nécessairement être comprise entre moins 2 et plus 2 si vous avez une théorie à paramètres supplémentaires. Alors, cette quantité grand S, c'est une combinaison de 4 coefficients de corrélation construits de la façon suivante. Vous prenez 2 directions pour le premier polariseur, A ou A'. Puis vous prenez 2 directions pour le deuxième polariseur, B ou B'. Et puis, vous faites la mesure en prenant A et B. Vous faites une mesure. Après, vous changez. Vous faites A et B'. Bon. Puis, vous prenez la deuxième orientation. Vous faites A'B'. Et enfin, vous faites A'B. Vous avez donc fait 4 mesures. Et puis vous les combinez de cette façon-là. 3 signes plus, 1 signe moins, ça c'est le petit coup de génie de John Bell, d'avoir trouvé qu'il fallait mettre un signe moins ici. Et John Bell vous démontre que si ces corrélations peuvent être décrites par l'histoire des paramètres cachés, c'est-à-dire le fait que les photons, lorsqu'ils partent, ils savent où ils vont, alors cette quantité est nécessairement comprise entre plus 2 et moins 2. Or, si vous prenez le calcul de la mécanique quantique que j'ai présenté au début, enfin dont j'ai présenté le résultat en tout cas, il n'est pas très difficile de voir que lorsque les directions A, B, A' et B' sont disposées ainsi, avec des angles de 22 degrés, 5, pourquoi 22,5? Parce que 2 fois 22,5, ça fait 45, le cosinus de 45, ça fait 1 sur racine de 2, bref,
vous trouvez que la mécanique quantique prévoit qu'avec ces orientations particulières, la quantité S qui est ici doit valoir 2 racines de 2. Et 2 racines de 2, ça vaut 2,8. Et 2,8, c'est plus grand que 2, il n'y a pas de doute. Donc, la mécanique quantique viole l'inégalité de Bell. Or, l'inégalité de Bell s'applique à tout modèle à variable cachée. Ça veut donc dire que la mécanique quantique est incompatible avec les modèles à variable cachée, ou, en prenant le problème dans l'autre sens, il n'existe pas de modèle à variable cachée qui est capable de prédire les résultats prévus par la mécanique quantique pour ces orientations-là. Donc, réponse de John Bell, vous pouvez toujours essayer les théories les plus compliquées que vous voulez à variable cachée, vous n'arriverez jamais à reproduire les résultats de la mécanique quantique. Il faut donc renoncer à décrire les corrélations Einstein, Podolsky et Rosen par ce modèle pourtant si sympathique où, dès le départ, les paires de photons possédaient la propriété qui déterminait ultérieurement le résultat de la mesure. Alors, dans la démonstration de John Bell, je passe sur un certain nombre d'hypothèses. Il y a une hypothèse absolument essentielle qui est la suivante. Dans le raisonnement de John Bell, pour arriver à cette fameuse inégalité que je vais écrire de l'autre côté, S compris entre moins 2 et 2, il y a une hypothèse essentielle qui est que, pour démontrer cette inégalité, on doit admettre que le résultat de la mesure, ici, ne peut pas dépendre instantanément de ce qui se passe de l'autre côté. Et réciproquement, ce qui se passe ici ne peut pas dépendre instantanément de ce qui se passe ici. Et également, la façon dont les paires sont émises dans la source ne peut pas dépendre des orientations que je choisis pour les deux polariseurs qui sont là. Alors cette hypothèse a l'air très naturelle pour tout physicien normalement constitué, mais néanmoins ici on est en train de toucher aux concepts les plus subtils, dont on peut se demander est-ce que cette hypothèse est vraiment raisonnable? Après tout, on pourrait imaginer qu'il y a une force inconnue qui s'exerce, une interaction inconnue qui s'exerce entre tous ces objets et qui fait que, eh bien non, au moment où les paires sont émises ici, elles ont senti d'une certaine façon, par une interaction que nous connaissons mal, elles ont senti l'orientation des polariseurs. Mais alors, il y a une bonne façon d'empêcher ce scénario de se produire. Ce serait de laisser partir les deux photons, et puis pendant qu'ils sont partis, hop, on tourne d'une façon aléatoire le polariseur qui est là. Alors là, il est clair que, à cause du principe de causalité, qui fait que les conséquences viennent après les causes et que rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, il devient clair qu'à ce moment-là, la façon dont les paires sont émises ne peut pas dépendre des orientations que je donnerai dans le futur à ces polariseurs, et de la même façon, ce qui se passe ici ne peut pas dépendre de ce qui se passe au même moment de l'autre côté, parce que de toute façon, ça a changé une quantité aléatoire entre-temps. Donc ça, ce serait l'expérience idéale, ce serait une expérience dans laquelle on tournerait les polariseurs à toute vitesse, de façon à empêcher toute possibilité de communication. Et donc, pour conclure, avant de passer aux expériences, je voudrais résumer le théorème de Bell en disant que certaines prédictions de la mécanique quantique, il n'y en a pas beaucoup dans les situations de type Einstein, Podolsky, Rosen, certaines prédictions de la mécanique quantique ne peuvent pas être simulées par un modèle classique raisonnable dans l'esprit des idées défendues par Einstein, et j'ai invoqué Einstein 2 fois, une fois pour introduire les paramètres cachés, le fait que les propriétés étaient partagées dès le départ par les photons, et une deuxième fois pour dire que si les côtés sont indépendants, c'est à cause de la théorie de relativité d'Einstein, à condition que je tourne assez vite les polariseurs. Bien. Eh bien, à partir de là, il était tentant de faire des expériences, et dans les années 70, une première série d'expériences ont été faites par des physiciens aux États-Unis. C'est ce que j'appellerai les expériences de première génération, et je ne vais pas les décrire parce que je n'ai plus trop de temps. Et ces expériences ont donné des résultats que je dirais contradictoires, ce qui n'était pas étonnant vu l'état de la technique de l'époque. Au début des années 1980, nous avons fait des expériences, excusez-moi pour le transparent en anglais, je n'ai pas réussi à retrouver, j'en ai en français mais je n'ai pas réussi à le retrouver. Nous avons fait des expériences à Orsay où, en bénéficiant de tous les progrès des lasers, de l'optoélectronique, nous avons réussi à faire une expérience, vous le remarquerez, qui ressemble très
exactement à l'expérience idéale qui est dessinée au tableau, et c'était la première fois qu'on faisait une expérience comme ça. Vous avez les deux photons qui s'en vont, ils sont séparés par des filtres colorés qui me permettent de distinguer le photon vert et le photon violet. On ne voit pas bien les couleurs là-haut, mais moi je le vois là-dessus, donc celui-là est vert, celui-là est violet. Et puis ici, vous avez des séparateurs de polarisation, un peu comme ce cube, où c'est des choses un peu plus modernes faites avec des empilements de couches diélectriques. Et puis ici, on détecte dans la voie plus 1, dans la voie moins 1. On est capable de faire tourner pour régler le paramètre la direction A. L'autre côté, on est capable de tourner pour régler la direction B. Voilà. Et avec cette expérience, on peut en un seul coup mesurer toutes les quantités nécessaires pour déterminer le coefficient de corrélation. Et quand on a fait cette mesure, qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, le résultat de la mesure est là. Le S trouvé dans l'expérience est égal à, bon, je passe sur les décimales, 2,7 pratiquement, en excellent accord avec ce que prédit la mécanique quantique, et clairement très au-dessus de la limite des inégalités de Bell. Donc il n'y a aucun doute, ce résultat vous montre que la nature suit très bien la mécanique quantique, même dans ce cas où il y a un conflit violent avec les inégalités de Bell, c'est-à-dire un conflit violent avec toute interprétation en termes de cause commune dans le fait que les photons connaîtraient dès le départ ce qu'ils doivent faire. Alors vous allez me dire, oui, mais reste l'affaire de la localité, l'affaire de faire tourner les polariseurs rapidement. Alors à l'époque, c'était difficile. Si j'avais le temps, je vous montrerai une photo qui vous montre que chacun des détecteurs, c'est un bloc qui fait une centaine de kilos, il y a des polariseurs, il y a des photomultiplicateurs blindés avec des enceintes en plomb, des choses comme ça. Comment espérer faire tourner un polariseur d'une centaine de kilos en un temps court par rapport au temps de propagation de la lumière entre ici et là? J'avais un laboratoire de 13 mètres de long, je disposais d'une dizaine de milliardièmes de seconde pour faire tourner le polariseur, il n'était pas question de le faire tourner. Alors on a trouvé une astuce. L'astuce est la suivante. Au lieu de chercher à faire tourner les polariseurs, on met ici un petit aiguillage, un commutateur, un aiguillage, qui envoie la lumière soit vers ici, soit vers là. Ici, je mets le polariseur dans la première orientation B. Ici, j'en mets un deuxième dans une deuxième orientation B', et mon aiguillage enverra le photon soit vers B, soit vers B', et l'ensemble est équivalent à un seul polariseur qui tourne de B en B'. Cette expérience est une expérience très difficile, à la limite de ce qui était possible de faire, c'était en 1982. Néanmoins, les résultats ont été sans ambiguïté en faveur de la mécanique quantique et ont clairement violé les inégalités de Bell, c'est-à-dire que même dans cette situation où on interdit aux deux bouts de l'expérience de se parler et où on interdit à la source de dépendre de ce qui se passera plus tard, eh bien, il n'y a pas de doute, il faut croire à la mécanique quantique et renoncer à cette image pourtant si agréable, qui était une image dans laquelle on pouvait bien comprendre les corrélations, parce que, eh bien, elles étaient prédéterminées dès le départ. Alors, pendant une quinzaine d'années, cette expérience est restée la seule de ce sujet, et puis il y a 2 ans, il y a une expérience bien meilleure que celle que nous avions faite, qui a été faite à Innsbruck, dans l'équipe de Anton Zeilinger, qui confirme de façon admirable qu'effectivement il faut croire à la mécanique quantique. Alors vous voyez, c'est une expérience dans laquelle maintenant les photons se propagent dans des fibres optiques. Chaque fibre optique fait 400 mètres, donc on envoie un photon d'un côté, un photon de l'autre. On a tout le temps pour tourner de façon aléatoire les polariseurs en cours de route. On a beaucoup plus de temps, donc on peut faire des choses beaucoup plus raffinées. Et le résultat de cette expérience magnifique est de façon indubitable en faveur de la mécanique quantique. Donc, où en sommes-nous? Eh bien, nous sommes au point où, manifestement, il faut renoncer à une image qui aurait été pourtant bien agréable pour comprendre ces corrélations. Pourquoi aurait-elle été agréable? Je pense que aucun d'entre nous n'a de doute, lorsqu'on observe une corrélation entre 2 événements dans le monde qui nous entoure, et à condition d'avoir l'esprit un tant soit peu rationnel, aucun d'entre nous n'a de doute sur le fait que ces corrélations, on leur cherche une cause en termes de propriétés communes. Par exemple, lorsque des médecins observent que des jumeaux vrais
ont la même maladie systématiquement, ou ne l'ont pas systématiquement. Autrement dit, si un des jumeaux l'a et l'autre a cette maladie, mais si un des jumeaux n'a pas cette maladie, alors l'autre jumeau n'a pas cette maladie. Je pense que personne d'entre nous ne doute que cette maladie est sûrement d'origine génétique. Ils ont les mêmes chromosomes. Et c'est l'expression de ces chromosomes qui sont les mêmes chez les deux jumeaux qui fait que les deux malheureux ont la maladie ou que les deux bienheureux n'ont pas la maladie. Et c'est une image de ce type qui avait été envisagée par Einstein. Einstein disait, si le comportement du photon de ce côté et le comportement du photon de l'autre sont si corrélés, c'est parce qu'ils sont jumeaux. C'est parce que dès le départ, ils possédaient une propriété. Eh bien, il faut renoncer à cette idée à la lumière des expériences qui ont été faites ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de là? Eh bien, Einstein ne connaissait pas les résultats de cette expérience. Mais Einstein avait dit qu'il aurait beaucoup de mal à croire, mais que, admettons qu'il faille renoncer à interpréter ces corrélations par une image telle que celle qu'ils auraient aimée, alors il ne voyait que deux possibilités. Soit laisser tomber l'exigence d'une existence autonome de la réalité physique présente en différentes portions de l'espace, ou accepter que la mesure de S1 change instantanément la situation réelle de S2. Que voulait-il dire? La première hypothèse, c'est que Einstein lui pensait qu'à partir du moment où les deux photons étaient séparés, à cause de la relativité, lorsque deux objets sont séparés, ils constituent deux entités indépendantes. Et il dit que si on croit vraiment très fort à la mécanique quantique, et donc aujourd'hui on peut dire au résultat de ces expériences, eh bien on peut être amené à renoncer à cette idée, et c'est précisément ce qui est écrit dans le formalisme de la mécanique quantique qui est ici. Lorsque j'écris un vecteur d'état de ce type pour la paire de ce photon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'un état intriqué. Je ne peux plus dire que le premier photon a une certaine polarisation et que le deuxième a une certaine polarisation. Même s'ils sont très éloignés, je ne peux décrire que globalement cette paire. C'est un objet intriqué. Et si je n'accepte pas cela, alors la seule possibilité qui me reste, c'est d'accepter que la mesure de S1, ici la mesure du premier photon, nu1, va affecter instantanément la mesure de l'autre côté, aussi loin que ça soit, et ça, vraiment, c'est très contraire à la relativité. Même si on peut démontrer que, de toute façon, en aucun cas, il n'est possible de transmettre des vrais messages utilisables plus vite que la lumière. Donc la conclusion, c'est sans doute qu'il faut accepter quelque chose de ce type-là, c'est-à-dire accepter que deux photons intriqués, même quand ils sont très loin l'un de l'autre, ils continuent à constituer un tout non séparable. Alors, ce qui est tout à fait étonnant dans ce domaine, et je crois que je vais conclure là-dessus, c'est que vous pouvez penser que toutes ces discussions sont des discussions très formelles. Alors, je suppose que si vous êtes venu ici ce soir à cette conférence, ça ne vous choque pas particulièrement, et c'est que vous aimez la connaissance pour la connaissance, et que le fait de discuter sur la représentation ultime que nous pouvons avoir du monde, ces discussions de titans qui avaient lieu entre Einstein et Bohr, ça vous intéresse. Mais ce qui est tout à fait stupéfiant, c'est que dans les 20 dernières années, en réfléchissant à ces discussions et en allant jusqu'à monter des expériences pour résoudre le débat, eh bien finalement, les physiciens en sont venus non seulement à résoudre le débat, à mettre en évidence ces propriétés extraordinaires prévues par la mécanique quantique, à montrer qu'elles existent vraiment dans le monde que nous connaissons, mais d'un seul coup, eh bien un certain nombre de ces physiciens ont eu l'idée que ces propriétés pourraient être utilisées pour des applications auxquelles on n'avait jamais pensé. J'en dis un tout petit mot, et ce sera l'objet d'autres conférences, la cryptographie quantique. La cryptographie quantique, le fait qu'on peut aujourd'hui envoyer de l'information en étant certain qu'aucun espion n'a pu l'intercepter. Ce sont les propriétés même de la mécanique quantique qui vous permettent de dire oui, il y avait un espion sur la ligne, ou non, il n'y avait pas d'espion sur la ligne. La téléportation quantique, qui est quelque chose, qui est un mot utilisé à tort et à travers, mais qui est quand même quelque chose de fascinant dans la mesure où ça permet de transporter l'état quantique d'un objet, un vecteur d'état tel que celui-ci, eh bien on peut le transporter à distance, et ça c'est quelque chose auquel on n'aurait même pas rêvé il y a une vingtaine d'années, donc c'est quelque chose qui excite surtout les physiciens, c'est très difficile à expliquer ce que c'est.
Le problème de la décohérence, dont Serge Haroche a dû parler hier, et des chats de Schrödinger, la question est la suivante. À partir de quel moment un état intriqué comme celui-ci évolue-t-il sous l'effet de l'interaction avec les perturbations de l'environnement, de telle sorte que les deux objets retrouvent leur individualité? C'est un problème auquel on sait mal répondre et auquel les gens comme Serge Haroche essaient de répondre. Et si on arrive à résoudre ce problème, eh bien on peut rêver à des ordinateurs quantiques qui auraient des puissances de calcul extraordinairement plus grandes que celles des ordinateurs de ce jour, mais ceci est une autre histoire et sera l'objet d'une autre conférence, et je vais donc m'arrêter ici. Merci. Des micros circulent dans la salle. Si vous souhaitez poser des questions, il y a un micro là, un là-haut. Oui. Il n'y a pas de micro? Les micros arrivent. Vous pouvez parler sans micro, hein, je vous entendrai. Ah non, mais ils veulent enregistrer. Bon, d'accord. Allez-y, allez-y. Donnez le micro à monsieur. Comment s'insèrent les considérations de David Bohm dans la situation David Bohm, lorsqu'il a élaboré sa théorie, ne connaissait pas le théorème de Bell, et ce n'est que plus tard qu'on a réalisé que les théories à variables cachées de Bohm sont non locales. Autrement dit, les théories de Bohm sont des théories à variables cachées qui permettent de reproduire la mécanique quantique, mais elles sont non locales, c'est-à-dire que ce sont des théories qui sont telles que lorsque je fais quelque chose ici, ça a un effet instantané à l'autre bout de l'univers, ce qui est justement ce que nous voulions éviter. Donc elles ne répondent pas à la question. Vous avez dit que dans les conditions EPR, deux photons forment un tout non séparable. Oui. Ce qui est vrai pour les photons est-il vrai pour d'autres corpuscules? Alors c'est tout l'objet de ces recherches sur la décohérence. Il y a une hypothèse qui est très raisonnable, qui est que dès que les objets deviennent un petit peu plus gros, eh bien cette intrication disparaît très vite par les couplages avec l'environnement. Au fond, un photon, contrairement à ce qu'on pourrait penser, a très peu de couplage avec le monde extérieur. Si vous prenez la propagation de le faire propager dans le vide, ou bien dans certaines conditions dans une fibre optique, il est très peu perturbé par le monde extérieur. Mais lorsque vous avez un objet qui est plus gros, cet objet est sensible à toutes les interactions avec le monde extérieur. Et plus il est gros, plus il est sensible avec le monde extérieur. Et il y a une hypothèse raisonnable sur la décohérence qui est que plus les objets sont gros, plus ces perturbations du monde extérieur vont casser cette intrication et vont faire que les objets vont devenir séparés, et séparables, et séparés. Oui. Oui, monsieur. Oui. Je voudrais vous poser la question concernant l'interprétation que De Broglie et Bohm avaient donnée de l'expérience des fentes Young, en faisant intervenir ce qu'ils appelaient le potentiel quantique, qui permettait de réintroduire la notion de trajectoire et donc de particules dans l'expérience des fentes Young. Oui, alors l'expérience des fentes Young, c'est un peu une version, je dirais, rustique de celle que j'ai présentée dans la première partie avec l'interféromètre de Mach-Zehnder. Alors l'inconvénient de ces interprétations, il est vrai que Bohm, on en revient à Bohm, et De Broglie avait donné des interprétations de type variable cachée, c'est une forme de variable cachée, et que ces interprétations-là ne résistent pas aux expériences sur les inégalités de Bell, c'est-à-dire qu'on montre sans grande difficulté que les théories à variable cachée qui permettent de reproduire tous les résultats de la mécanique quantique sont des théories non locales, c'est-à-dire encore une fois des théories dans lesquelles, si je fais quelque chose ici, ça a une influence instantanée à l'autre bout de l'univers. Le potentiel quantique de Bohm et de Broglie, ce potentiel quantique est totalement non local. Je tourne un bouton ici et il change instantanément. Donc il n'obéit pas à la relativité d'Einstein, donc c'est quand même une solution très délicate et en tout cas certainement pas dans l'esprit de ce que défendait Einstein. Oui.
votre magnifique expérience est capitale pour la pensée scientifique, encore plus que pour la physique. Cependant, il me semble que vous n'avez pas suffisamment insisté sur le fait que votre source émet exclusivement des photons couplés ayant même plan de polarisation, même vecteur de polarisation. Donc, au fond, l'intrication n'est autre que, à leur naissance, cette espèce de propriété commune de plan de polarisation. Alors, je vous remercie de votre question, monsieur. C'est la question que l'on me pose à chaque fois. Et non, justement, si mes paires de photons étaient comme ça obéirait aux inégalités de Bell. C'est ce que j'ai essayé de vous démontrer. Non, laissez-moi vous expliquer, j'ai bien compris votre question. La question de monsieur, c'est, mais enfin, finalement, monsieur, c'est très simple ce que vous avez fait. Vous avez produit des paires de photons qui, dès le départ, étaient comme ça, puis il y en avait d'autres qui, dès le départ, étaient comme ça, donc il ne faut pas s'étonner qu'ils soient corrélés. Mais justement, il y a un moment, je suis d'accord, j'ai raconté beaucoup de choses, mais il y a un moment où une étape de mon raisonnement vous a échappé, c'est que précisément, si c'était si simple que ça, le monde, alors j'aurais dû trouver un résultat plus petit que 2. Mais je trouvais 2,7. Le fait que je trouve 2,7, ça veut dire que l'affaire des photons jumeaux, ça ne marche pas. Les corrélations des maladies génétiques des jumeaux, elles obéissent toutes aux inégalités de Bell. Le modèle que vous avez en tête, il obéit aux inégalités de Bell. Mais ma source, elle est plus rusée que ça. Elle produit des paires de photons, ils ne sont pas émis comme ça. Ils sont émis dans cet état-là, et pour cet état-là, je ne peux pas faire de geste, et moi non plus. La seule chose que nous pouvons faire, c'est écrire une équation. C'est ça toute la beauté du problème et toute la profondeur de ce problème. J'ai fait d'autres expériences dans lesquelles j'émettais des paires où les deux photons étaient émis comme ça, les deux comme ça, les deux comme ça. Il y avait une certaine corrélation, mais cette corrélation n'était pas suffisante pour dépasser la limite de 2. Dans notre source, ça dépassait 2, et le fait que ça dépasse 2, je ne peux vous faire aucune image et vous non plus. Vous pourriez modifier votre expérience en introduisant une rotation du plan de polarisation sur un des trajets. À ce moment-là, les résultats deviendront incohérents. Eh bien, à ce moment-là, on trouve quelque chose qui est en accord avec les inégalités de Bell et on n'a plus aucun problème. Je veux dire, des résultats qui donnent quelque chose en accord avec les inégalités de Bell, ça court le monde. La plupart du monde qui nous entoure donne des corrélations. Par exemple, le fait que le temps soit à peu près le même à Paris et à, je ne sais pas moi, mettons à Tours, il n'est pas si différent, hein, on est à peu près sur les mêmes influences, voilà des corrélations. Ou le fait que la bourse de Paris fluctue à peu près comme la bourse de New York, il y a aussi des corrélations, que celle de Tokyo fluctue comme celle de New York. Toutes ces corrélations-là sont assez fortes, en général quand l'une monte, l'autre monte, etc. Aucune de ces corrélations ne viole les inégalités de Bell. Les maladies génétiques entre jumeaux vrais ne violent pas les inégalités de Bell. Ce qui est extraordinaire, c'est de violer les inégalités de Bell. Si vous me demandez de perturber mon expérience pour ne pas violer les inégalités de Bell, mais c'est pas difficile. Il suffit de faire n'importe quelle saleté sur la manip et ça va ne plus violer les inégalités de Bell. Mais Bell a bien précisé que les deux appareils de mesure devaient être indépendants. Oui. Vous l'avez précisé vous-même d'ailleurs. Oui. Or, ce parallélisme des vecteurs de polarisation, en fait, crée un couplage. C'est un couplage par la polarisation. Mais non, monsieur, il n'y a pas de polarisation. Et c'est ce que, je suis désolé, je ne peux pas aller au-delà. Lorsque j'ai fabriqué un état comme ceci, il n'y a pas de polarisation. Vous êtes dans un schéma de pensée classique, et dans le schéma de pensée classique, on ne peut pas dépasser 2. Dès l'instant où vous parlez de vecteurs de polarisation des photons, on est dans le schéma classique, on ne peut pas dépasser 2. Ici, on est dans le schéma de pensée quantique, il n'y a plus de polarisation pour le photon. Le photon 1, il a à la fois X et Y. Le photon 2 est à la fois X et Y. La polarisation est une propriété constante. Je sais, monsieur, en électromagnétisme classique, monsieur, c'est une propriété constante, pas en mécanique quantique. C'est tout le mystère de la mécanique quantique. Je refuse de croire à Mais c'est votre droit de refuser, monsieur. Oui, allez-y. Est-ce que des expériences ont été réalisées sur des quantités physiques autres que la polarisation? Alors, il y a eu des essais. En particulier, il y a eu quelques essais dans les années 70 au commissariat à l'énergie atomique, à Saclay, avec les spins de protons. C'était des expériences intéressantes, mais malheureusement qui ont donné des résultats beaucoup moins probants que les expériences faites avec les photons. Il se trouve que les photons sont quand même un objet, si j'ose dire, privilégié pour l'étude des propriétés quantiques. D'ailleurs, 1905, l'effet photoélectrique d'Einstein,
c'était le photon. Et je crois que chaque fois qu'on a été aux frontières de la mécanique quantique, eh bien, on s'est aperçu que le photon était, ou la lumière, je dirais de façon plus générale, je suis opticien, j'aime la lumière, que la lumière est toujours l'objet qui se prête le mieux à la mise en évidence la plus pure et la plus parfaite de ses propriétés quantiques. Alors il y a actuellement quelques projets d'expérience dans lesquels on regarderait le spin d'atomes produits par des désintégrations moléculaires, et jusqu'à présent rien de probant. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'affirmer que je vous crois bien sûr, que les équations les inégalités de Bell sont locales, globales, alors que les équations d'Einstein sont locales. Donc je voudrais savoir comment vous pouvez affirmer par ailleurs qu'on ne peut pas en déduire des inégalités de Bell qu'il y a des particules supraluminiques, c'est-à-dire dont la vitesse est supérieure à la lumière, alors que donc d'une part on a une propriété globale, alors que les équations d'Einstein sont elles locales. Bon, je ne sais pas vraiment ce que j'ai dit sur local et global, mais en revanche, j'ai effectivement dit que dans une expérience comme ça, même si il existe des façons de l'interpréter en disant que lorsque je fais une mesure ici, tout se passe comme si quelque chose changeait instantanément de l'autre côté, je ne peux pourtant pas m'en servir pour envoyer une information utilisable plus vite que la lumière. C'est la seule chose que j'ai dite. Je n'ai pas dit autre chose que ça. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une information utilisable? Une information utilisable, c'est, je ne sais pas, dans le monde actuel où on s'intéresse beaucoup à la bourse, certains en tout cas, c'est vendez toutes mes actions Eurotunnel ou... je ne sais pas, moi. Ça, c'est une... Ou bien c'est, j'appuie sur un bouton, il y a de lampe qui s'allume chez moi, ou mon climatiseur se met en route, que sais-je moi. Donc une information utilisable, c'est une information qui va vraiment permettre à quelqu'un de prendre une décision. Et la raison pour laquelle on ne peut pas... D'abord, il y a des démonstrations mathématiques du fait que, dont nous sommes bien d'accord, ce que ces expériences ont prouvé, c'est que la mécanique quantique a raison. Donc j'utilise maintenant la mécanique quantique pour faire mes calculs. Alors la mécanique quantique a raison, et la mécanique quantique suggère, si je tiens absolument à mes images de variables cachées, alors la mécanique quantique suggère que quand je fais une mesure ici, il y a peut-être quelque chose qui se passe instantanément là-bas. Bon. Est-ce que ce quelque chose qui se passe instantanément là-bas, je peux m'en servir pour passer une vraie information utilisable? La réponse est non. Et je vous en donne une petite explication avec les mains. On pourrait faire une démonstration mathématique. Je pourrais me dire, en changeant brutalement l'orientation de ce polariseur ici, mon comparse, ou mon banquier qui est là-bas, va observer une modification dans les signaux et en conclure que je veux acheter ou vendre telle ou telle action. Eh bien, il n'en est rien, parce que je vous rappelle que les résultats initiaux que j'avais écrits sur un transparent étaient que les probabilités simples pour ce photon de sortir dans le canal plus 1 ou de sortir dans le canal moins 1 sont égales. C'est-à-dire que quelqu'un qui se concentre sur l'observation de ce qu'il voit ici ne voit jamais aucun changement. Il y a 50% de chances de sortir en haut et 50% de chances de sortir en bas. Alors, qu'est-ce qui change lorsque je tourne mon polariseur ici? Ce qui change, c'est la corrélation entre les deux bouts. Or, comment le monsieur qui est ici peut-il avoir une connaissance du changement de la corrélation? En comparant ses propres résultats aux résultats qui ont été obtenus de l'autre côté. Il faut que donc quelqu'un qui est là observe le résultat, prenne son téléphone et lui communique le résultat, et alors en comparant le résultat qui est ici au résultat qui est de l'autre côté, il pourra savoir que l'orientation a changé. Seulement, il y a un vrai téléphone qui, lui, ne va pas plus vite que la vitesse de la lumière qui est dans le jeu. C'est la même chose pour la téléportation quantique. Dans la téléportation quantique, il y a quelque chose qui a l'air d'aller plus vite que la lumière, mais pour aller jusqu'au bout de la téléportation, il faut aussi envoyer un signal par un canal normal, classique. Non, ce que je voulais dire, c'est que le problème des inégalités de Bell, c'est qu'elles étaient globales. C'est-à-dire qu'on peut avoir des informations... Oui, d'accord, mais j'ai profité de votre question pour expliquer ce point qui me semble important. Mais j'ai une question juste, suffisamment précise, j'espère. C'est-à-dire que les inégalités de Bell sont valables globalement, c'est-à-dire sur une variété exactement comme il faut. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des propriétés locales qui ne s'appliquent pas globalement. Ce que je veux dire, c'est une évidence. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir très bien quelque chose qui est valable ici et valable ailleurs globalement, sans que localement il y ait une quelconque corrélation entre deux événements.
Donc ce que je veux dire, c'est comment ça fait que les inégalités de Bell qui sont locales, qui sont nouvelles, excuse-moi, puissent s'appliquer dans un modèle einsteinien où les équations Einstein sont locales. Non, mais attendez, je crois que là, quand même, je ne suis pas d'accord avec vous. Je crois qu'au contraire, les inégalités de Bell, c'est quelque chose qui est dans le droit fil des idées d'Einstein, c'est-à-dire les inégalités de Bell, leur cohérence, c'est le fait qu'on se dit, ici j'avais deux photons ensemble, donc ça c'était local, ils ont pris des propriétés, ensuite ils se sont séparés, chacun localement a amené ses propriétés avec lui, et puis le résultat de la mesure ici ne dépend que des propriétés locales de celui-là, et puis le résultat de la mesure ne dépend que des propriétés locales d'autres, et donc c'est tout l'esprit d'Einstein, de cette localité, qui est retranscrit dans les inégalités de Bell. Donc je ne vois aucune contradiction entre les inégalités de Bell et l'esprit d'Einstein. Au contraire, les inégalités de Bell sont l'expression la plus parfaite, me semble-t-il, des idées d'Einstein. Mais ce qu'il faut bien reconnaître, c'est que le monde qui est face à nous n'obéit pas à ce schéma. Le monde qui est face à nous viole les inégalités de Bell, et donc dans le monde qui est face à nous, eh bien, même lorsque les deux systèmes se sont séparés, on est obligé de continuer à se le représenter comme un tout inséparable qui, lui, est non local. Je pense que je ne peux pas en dire plus. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir à propos de la... Je vois pas, oui. Oui. À propos de la téléportation quantique, savoir ce que c'était et si ça avait une corrélation avec l'expérience de téléportation qui a eu lieu, dont on a parlé un petit peu dans l'actualité, donc savoir si c'était la même chose et si oui. Oui, c'est la même chose, sauf que ce n'est pas la façon dont les journalistes en ont parlé. Est-ce que vous pouvez nous en parler un chose, petit peu plus, s'il vous plaît? Ah oui, mais l'idée de la téléportation quantique, c'est quelque chose qui est fascinant, mais à mon avis qui est fascinant seulement pour les physiciens. Alors c'est fascinant pour le grand public parce que y a des physiciens farceurs qui ont utilisé le mot téléportation, qui fait évidemment référence à Star Trek. Alors du coup, les journalistes se sont précipités là-dessus. Mais c'était une blague entre physiciens, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qui est fascinant pour le physicien? Je vais essayer de vous l'expliquer. Quand vous avez un système quantique, on le décrit par une fonction d'onde ou un vecteur d'état psi, qui est un objet mathématique. Et un des postulats de base, un des fondements de la mécanique quantique, c'est que cette fonction d'onde ne peut jamais être connue complètement. Autrement dit, si je vous donne un objet là devant, il est certainement décrit par un état quantique psi, mais quelle que soit la mesure que vous ferez sur cet objet, vous ne pourrez connaître qu'une partie de l'information de psi. Si vous imaginez par exemple que c'est un vecteur à 3 dimensions, psi, on peut prendre cette image, eh bien, vous ne pouvez connaître qu'une composante ou deux composantes, mais jamais les trois à la fois. Bon. C'est comme ça, c'est les limitations de la mesure quantique. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans la téléportation quantique, c'est que j'ai un objet ici, A, qui est caractérisé par une fonction de psi. La téléportation quantique, c'est une opération qui me permet de perturber totalement l'état qui est ici, ce qui fait qu'après mon opération, l'objet qui est ici ne sera plus dans l'état psi, mais j'en aurai un autre, identique, B, ici, qui aura acquis exactement les mêmes propriétés quantiques, à mon insu, c'est-à-dire que moi, je n'aurais pas pu savoir ce qui s'est passé au passage. Je ne connaîtrai toujours pas la fonction d'onde psi, mais en revanche, je serai certain que celle qui était ici n'est plus ici, elle est là. Et ça peut présenter un certain nombre d'intérêts pour des applications. Par exemple, si j'ai pu le transférer dans un endroit où je dispose d'un appareil pour mesurer certaines quantités qui m'intéressent, c'est peut-être intéressant d'avoir réussi à le transférer là-bas. Mais ce qui fascine le physicien, c'est que cette quantité qu'ils ne savent pas mesurer avec certitude, ils sont capables de la déplacer, de la téléporter avec certitude. Excuse-moi. Oui. Est-ce que le problème de se connaître ces différents paramètres a un rapport avec le principe d'Heisenberg? Celui-ci a un rapport avec le principe d'incertitude de Heisenberg. C'est-à-dire que le fait, lorsque je vous dis qu'il n'est pas possible de connaître la totalité de l'état quantique psi, c'est un petit peu équivalent à ce que dit le principe d'Heisenberg quand il vous dit « je ne peux pas connaître avec une précision infinie la position et la vitesse d'une particule ». Donc ça a à voir avec ça. Je ne pense pas que ça ait vraiment à voir avec le problème des corrélations Einstein, Podolsky et Rosen.
Je pense que le problème des états intriqués des corrélations Einstein, Podolsky et Rosen, c'est quelque chose qui est d'un degré de difficulté conceptuelle qui va au-delà de la question des relations d'incertitude d'Heisenberg. Les relations d'incertitude d'Heisenberg s'appliquent à un objet unique, un électron unique, un photon unique, un système unique. Les corrélations Einstein, Podolsky, Rosen, c'est vraiment deux objets séparés et qui pourtant en constituent un seul. C'est d'un degré de difficulté conceptuelle, me semble-t-il, beaucoup plus délicat. Monsieur? Oui, non, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Non, c'est... J'ai écouté votre... Excusez-moi, Non, ce que je voulais dire, c'est que vous n'avez pas dit que von Neumann avait fait des raisonnements faux qui croyaient avoir démontré que la position d'Einstein était fausse. D'ailleurs, le mérite de John Bell, c'est d'avoir démontré que ce raisonnement de von Neumann était faux. Je ne sais pas où est le monsieur qui me dit ça, mais je vais répondre à cette question. Non, c'est pas von Neumann. Von Neumann avait, je crois, cru démontrer que le raisonnement d'Einstein était faux, et John Bell a montré que le raisonnement de von Neumann était faux, je crois. Et il a fait une autre théorie où il compliquait le raisonnement de von Neumann. Est-ce que je dis des choses de fausses, là? Pas du tout, monsieur. Mais là, on rentre dans des détails techniques, mais je veux bien commenter pour les gens qui sont là. C'est tout à fait vrai ce que vous dites. Ce qui est assez intéressant, mais je dirais que c'est intéressant seulement pour l'histoire des sciences, c'est qu'effectivement, von Neumann avait d'abord pensé, démontré que les variables cachées étaient impossibles. Et John Bell, analysant en détail le raisonnement de von Neumann, a trouvé que ce raisonnement était faux. Et John Bell, lui, était vraiment dans la ligne de pensée einsteinienne. Donc, John Bell était... J'ai connu personnellement John Bell, et j'en ai souvent parlé avec lui. John Bell était ravi quand il a trouvé que le raisonnement de von Neumann était faux, parce qu'il disait, enfin, on va avoir le droit de faire des modèles à variables cachées, ce qui est quand même plus facile à avaler que la mécanique quantique pure et dure de Niels Bohr. Mais, en même temps qu'il avait fait cette réflexion pour démolir le raisonnement de von Neumann, eh bien, il s'est aperçu qu'il était lui-même capable de faire un nouveau raisonnement qui, de nouveau, invalidait les modèles à variables cachées. Et comme John Bell était un scientifique parfaitement intègre, eh bien, il a porté à la connaissance publique le résultat de ses travaux qui le désolaient. Je suis un macrophysicien, je ne suis pas un microphysicien et j'aborde mes domaines d'incompétence. Mais j'ai l'impression que les raisonnements statistiques de John Bell portent sur des mélanges statistiques et ils ne posent pas sur des superpositions quantiques. Et si on faisait intervenir des probabilités de superposition quantique, on doit avoir des probabilités négatives parce que le nombre de cas possibles est supérieur au nombre de cas possibles qu'il imagine. Donc, à mon humble avis, il y a un repliement de probabilité qui fait qu'il y a des probabilités négatives. Tout à fait, nous sommes bien d'accord. On rentre encore une fois dans un débat technique. Nous sommes bien d'accord, mais les probabilités négatives est quelque chose tout aussi difficile à avaler que la non-séparabilité ou que les signaux qui se propagent plus vite que la lumière. Parce qu'enfin, moi, quand je suis dans mon laboratoire, j'ai enregistré un certain nombre d'événements. Et puis ensuite, lorsqu'un événement du même type se produit avec une probabilité négative, ça veut dire qu'il disparaît des traces qui sont dans mon laboratoire, ça veut dire qu'il est effacé des mémoires de mes ordinateurs, et ça veut dire qu'il est effacé de mes bandes de papier. Donc pour moi, si on me dit, mais monsieur, je vous offre une interprétation en termes de probabilité négative, c'est pas beaucoup plus satisfaisant qu'une interprétation où il y a des choses qui vont plus vite que la lumière. Non, donc vous avez parfaitement raison, monsieur. Ce que vous dites, c'est que les inégalités de Bell s'applique à une vision classique du monde. Mais on est bien d'accord, et c'est de ça qu'il s'agit. S'il s'agit de dire « mais la mécanique quantique est non classique », eh bien, c'est ce que la violation des inégalités de Bell démontre. Oui, mais je pense que, parce que c'est une superposition d'un côté négatif. Quand j'ai un déterminant, j'ai un volume d'un parallélépipède qui est négatif. On peut dire, physiquement parlant, un volume négatif, c'est absurde. Bon, eh bien, les déterminants, ça n'arrive pas des absurdités, mais ils donnent des volumes négatifs. Quand je fais l'effet tunnel, j'ai de l'énergie négative. Il n'y a rien d'absurde. Bon, est-ce qu'on ne peut pas, physiquement, comprendre le sens des probabilités négatives en raisonnant sur des superpositions quantiques au lieu de raisonner sur des mélanges statistiques? Monsieur, moi, non. Moi, je suis obligé, bien sûr, je crois à la mécanique quantique parce que j'ai fait ces expériences et que je vois leurs résultats, mais je n'ai pas réussi à construire une image simple sur ces expériences. Tout ce que je peux dire, c'est que le résultat de ces expériences est en parfait accord avec ce que je calcule par la mécanique quantique, avec ceci qui effectivement
n'est pas une superposition statistique, mais c'est une superposition cohérente. Je constate que le monde fonctionne comme ça, et je constate que je n'ai à ma disposition aucune image basée sur ce qui constitue l'essentiel de notre expérience macroscopique, qui me permettent de mimer, de simuler ce qui est prévu dans ces expériences, et c'est de ça qu'il s'agit. Si on estime que ceci n'est pas un problème, et que, au fond, le fait qu'on ait un formalisme mathématique, même un formalisme mathématique qui s'exerce dans des espaces abstraits, et que du moment que ce formalisme mathématique reproduit tous les résultats des expériences, et c'est parfaitement légitime comme position, il n'y a plus aucun enjeu. L'enjeu, c'est de savoir si on peut, en dessous, bâtir une image avec des images habituelles ou non. La réponse est non. Les probabilités négatives, ce ne sont pas des images habituelles. Parce qu'encore une fois, moi, toutes les théories à probabilité négative que j'ai vues, je suis obligé d'admettre que de temps en temps, il y a des événements qui sont effacés de mes mémoires d'ordinateur. Et ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je vous remercie.